Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Le quartier de la Défense à Paris repart vers des sommets. Les projets de tours se multiplient. Bientôt 2 tours jumelles, les tours Plaza du groupe Hermitage, dessinées par l'architecte britannique Norman Foster. Et mon invité Emin Iskenderov, PDG du groupe Hermitage. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'inviter. Alors on a l'impression effectivement que les affaires reprennent. Vous investissez à la Défense. C'est un projet ambitieux, 2 tours de 323 mètres, c'est-à-dire 1 mètre de moins que la Tour Eiffel. Vous n'avez pas voulu heurter les sensibilités des Parisiens. Vous êtes investisseur dans le projet. Vous avez déjà investi 150 millions d'euros. Qu'est-ce qui a motivé ce projet? Écoutez, ce qui a motivé, c'est que le quartier de la Défense, ça a été le premier quartier européen d'affaires. Et aujourd'hui, ce quartier nécessite une modernisation. Et donc, depuis 2006, il y a eu un plan de relance ayant été lancé par M. Nicolas Sarkozy, dont l'objectif est de renouveler la Défense, de créer de la vie, de créer des activités, etc. Et donc, le projet Hermitage, aujourd'hui, s'inscrit... Il date de cette époque, 2008 2006. 2006 déjà. En 2006, il y a eu l'idée de, en gros, lancer le plan de la relance de la Défense, parce que le quartier de la Défense est en train de prendre du retard par rapport aux autres quartiers européens, par rapport à Londres, Tokyo, New York. Et donc, la France doit réaffirmer sa place de leader sur le marché des quartiers d'affaires. Alors, dans vos tours, vous mêlez justement pour la première fois logement, bureau, commerce, équipement, spectacle, salle de cinéma. Là, on est un petit peu dans des projets de tours comme on peut voir à Dubaï, par exemple, avec des monotours. Est-ce que c'est ça le projet? C'est un peu ce qu'on peut voir dernièrement dans le monde entier, c'est-à-dire que ce qu'on peut voir aux États-Unis, ce qu'on peut voir à Dubaï, ce qu'on peut voir à Moscou, ce qu'on peut voir aussi à Londres. Qui est très nouveau en France. Qui est très nouveau en France, mais l'idée justement, c'est que aujourd'hui, le quartier de la Défense, la vie s'arrête à 8 h du soir. Les gens, ils rentrent chez eux. C'est un quartier des affaires. Et voilà, c'est un quartier des affaires. Et la nouvelle mode aujourd'hui, c'est de mêler justement la vie à un quartier d'affaires. Et cette problématique se voit aussi dans le fait que les gens, la plupart des grands sièges français qui sont aujourd'hui dans le Triangle d'Or à Paris, veulent pas aller à la Défense parce qu'ils n'ont pas les activités qui vont correspondre justement à leurs attentes. C'est-à-dire, ils n'ont pas les salles de sport à la hauteur, ils n'ont pas la vie culturelle au niveau de ce qu'ils recherchent. On n'a pas envie de passer un week-end à la Défense. Voilà. Et l'idée aujourd'hui, justement, vous avez dit à juste titre, on n'a pas envie de passer un week-end à la Défense. L'idée aujourd'hui, c'est de dire, on crée un objet où les gens vont passer leur week-end, où les gens vont venir non seulement pour travailler, mais aussi pour se diversifier. L'idée, c'est que, par exemple, vous savez, aujourd'hui, vous prenez la ville de Neuilly, qui est juste de l'autre côté. Les gens de Neuilly ne veulent pas aller à la Défense pour se divertir. Ils se disent, la Défense, c'est un quartier d'affaires, et nous, on a un quartier résidentiel. Alors comment, en créant 2 tours, tout d'un coup, on va vouloir faire venir... C'est justement, déjà, on n'est pas le seul. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres promoteurs aussi qui sont en train de réfléchir à créer de la mixité et des activités dans leur tour sur le quartier de la Défense. Mais le volume du projet est tel, le projet quand même fait 280 000 m², 40 000 m² de bureaux, 160 000 m² de logement, 40 000 m² d'hôtels, de palaces 5 étoiles, 40 000 m² de commerce, d'activités, de galeries d'art, etc. Donc, si vous voulez, le volume du projet est tel que ça va attirer les gens. En plus, on crée un parc d'1,5 hectare au pied des tours qui va relier pour la première fois la Défense à la Seine. Aujourd'hui, ce qui est paradoxal... C'est un vrai problème, l'accès à la Défense. C'est très paradoxal. On est bien d'accord que ce sont les modernistes des années 60 qui ont fait en sorte qu'il y ait des dalles. En France, finalement, le projet des tours a toujours échoué parce qu'on a les tours, une dalle et puis donc pas d'accès à la rue. Finalement, les habitants des tours n'ont pas accès à la rue et à la Défense, on se retrouve avec ce problème. Donc, mais de cette dalle, de toute façon, vous ne pourrez rien en faire, elle sera toujours là. Donc, comment justement privilégier cet accès et faire en sorte que vous ayez des lieux d'habitation véritablement? Déjà, je pense que dans la conception de la dalle, il y a une différence entre la conception d'une dalle dans les années 70 et de nos jours. Une dalle, c'est très bien parce que ça permet en fait de passer sous la dalle tous les trafics de transit qui ne sont pas destinés au quartier même. Mais sauf que dans les années... les habitants de la rue. Voilà, sauf que dans les années 70, on se disait on passe tous les trafics sous la dalle. Aujourd'hui, notre réponse est la suivante. On dit les trafics de transit qui vont pas à la Défense, il faut les passer sur la dalle, mais les trafics qui vont dans le quartier, il faut les faire monter sur la dalle. Et donc aujourd'hui, la connexion à la Seine qui va faire 1,5 hectare qu'on crée, et donc pour la première fois, on connecte le quartier de la Défense à la Seine. Donc les habitants des tours auront accès directement à la Seine. À la Seine, mais les voitures aussi, voilà, pignon sur rue, mais en plus, les voitures vont arriver devant la tour. Et donc, ce qui fait que les tours auront une vraie adresse, que ce soit pour les
les piétons, mais aussi pour les voitures. Et ça, c'est très important. Pourquoi avez-vous choisi Norman Foster, donc un grand architecte britannique? Norman Foster, pour moi, c'est un des meilleurs architectes des tours de nos jours. Il a construit un emblème à Londres qui est la tour Durkin, qui est le concombre de Londres, qui est aujourd'hui vraiment un emblème de Londres. Et lorsqu'on voit une carte postale de Londres, on voit cette tour-là. Vous vouliez l'effet carte postale, justement, dans les premières tours. On voulait, oui, comme nos tours se trouvent à l'entrée de la Défense, on a une responsabilité. On devait créer une architecture qui soit en même temps classique, mais en même temps moderne, et qui ne va pas vieillir dans 10 ans. Donc, Norman Foster nous a permis de créer un objet qui, même dans 10 ans, même dans 20 ans, même dans 30 ans, restera le même objet. Alors, il faut également reloger quelques familles, puisqu'il y a eu destruction d'immeubles. Vous en êtes où? Parce qu'il me semble qu'il reste encore quelques familles à reloger. Vous savez, tout projet immobilier, il doit prendre en compte, en fait, l'environnement actuel du site. Et nous, la première chose à laquelle on a pensé, il y a, en fait, sur le site, il y avait 250 logements, 40 logements sociaux et 210 logements intermédiaires qui ne sont pas sociaux. Et sur ces 40 logements, il y avait que la surface totale de ces 40 logements sociaux représentaient 1600 mètres carrés. Et on a vu que ces logements n'étaient plus adaptés à la vie d'aujourd'hui. Donc la première chose à laquelle on s'est penché, on s'est dit on va recréer ces 40 logements dans le quartier de la Défense. Et donc on a créé aujourd'hui à 300 mètres de là, sur l'axe historique de la Défense, on a recréé ces logements. Sauf qu'on a augmenté leur surface, on est passé d'une surface de 1600 mètres carrés à 2800 mètres carrés. Ça veut dire qu'on a presque doublé la surface. De plus, les logements sociaux qu'il y avait là, c'était des logements PLS, c'est-à-dire 9 € au mètre carré du loyer. On a passé ce loyer à 6 € en passant ces logements en logement PLI ou en logement plus. Ça veut dire qu'on a modernisé l'offre sociale pour les mêmes logements, on a recréé des logements sur le quartier et on n'a pas du tout supprimé des logements. D'accord, et les toutes dernières familles, il y aura une solution pour elles aussi? En ce qui concerne les 210 logements, ce sont des logements intermédiaires. Ces familles-là sont relogées dans le parc du bailleur social avec lequel nous travaillons sur cette opération. Mais ce bailleur social a fait cette opération pour une raison très simple. C'est que aujourd'hui, ils avaient 250 logements. Sur les 250 logements, ils n'avaient que 40 logements sociaux. L'idée aujourd'hui, c'est que ce bailleur social veut avoir l'intégralité de ces logements en logement social. C'est-à-dire qu'on a créé d'une part 40 logements sociaux tout de suite, mais sur les 5 années à venir, nous allons passer les 210 logements qui n'étaient pas sociaux à ce jour. On crée avec le bailleur social 210 logements sociaux dans le département. C'est-à-dire qu'on va pratiquement multiplier par 5 l'offre sociale dans ce quartier. Alors, votre groupe a connu des difficultés financières pendant la crise. Est-ce qu'on est dans une période de reprise, à votre avis, avec justement un projet tel que celui-là? Je pense que tout groupe a connu des difficultés financières pendant la crise. Notre groupe ne fait pas l'exception dans ces difficultés-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comment un promoteur immobilier est affecté dans la crise. Un promoteur immobilier, il a beaucoup d'actifs qui sont des terrains. Et en gros, lorsque vous empruntez en face de ces actifs de l'argent, en gros, la banque valorise vos actifs. Ce qui s'est passé pendant la crise, c'est que la valorisation de ces actifs a été revue à la baisse. Et pas, ça n'a pas été divisé par 2, ça a été divisé par 4, par 5. Et donc, souvent même par 10, vous avez raison. Et donc, pour nous, ce qui a été important, parce que pendant la crise, on a essayé de rembourser le maximum de dettes et on a essayé de ne pas emprunter pendant la crise. Et donc on a traversé la crise. En gros, à ce jour dont nous arrivons, nos actifs sont estimés aujourd'hui à 6 milliards et l'endettement représente que 550 millions de dollars, ce qui représente moins de 10% d'endettement. Ce qui nous montre aujourd'hui, c'est que nous pouvons continuer facilement nos activités. Nous avons les capacités, par exemple, pour cette tour-là, ce qui n'est pas le cas, mais si on voulait, on a même la capacité de la réaliser en fonds propres. Ce n'est pas notre stratégie, parce que c'est un promoteur... Il y a un certain nombre de banques qui sont impliquées, un pool de banques, un accord de financement en fait, avec des banques européennes. En fait, quel est le calendrier ? Le calendrier, c'est le suivant. Nous espérions signer avec ce pool notre financement avant la fin de l'année. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire pour une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, l'opération nécessite la libération du foncier. Et la libération du foncier, il y a beaucoup de réseaux qui passent, il y a des parkings, etc. Donc il faut déplacer. Et donc on travaille dur avec les pattes pour réaliser ce planning et réaliser par la suite les déplacements. Et malheureusement, il
nous faut 3 mois de plus pour finaliser ça. Les travaux devraient commencer l'année prochaine. Les travaux devraient commencer l'année prochaine. Et 2015, c'est ça et livraison 2016. Donc on va signer avec le pool, je pense, avant l'été de l'année prochaine. Je pense pas, j'en suis sûr. On va aussi finaliser nos accords avec les hôteliers. Et de toute façon, il est prévu qu'on lance les travaux vers le septembre-octobre 2011. Bien sûr, à condition qu'on obtient le permis. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est préparé à lancer l'opération avec les recours. On est préparé financièrement à lancer, même si les recours étaient là. Alors, une dernière question. En Russie, votre maison mère, Mirac, s'est vue demander, en tout cas je l'ai vu dans la presse, de payer 18 millions de dollars d'impôts qu'elle ne lui aurait pas réglés. Où en êtes-vous dans cette affaire ? Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est-à-dire que c'est une discussion sur les 18 millions d'euros, 18 millions de dollars que nous acceptons pas. Et en face, on nous demande de les payer. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Tout groupe à chaque année, nous avons contentieux avec l'administration fiscale un certain nombre de montants qui pour elles sont dus, pour nous ne sont pas dus. Donc il y a des discussions, bien évidemment. Une fois qu'on aura terminé de discuter là-dessus, bien sûr, chaque année, de toute façon, on paie beaucoup d'impôts, que ça soit... bien sûr. En Russie, on paie beaucoup d'impôts. On est quand même un des 3 plus grands groupes aujourd'hui en Russie de la promotion et de la construction. On emploie quand même presque 3000 personnes. Et vous avez toujours ce contentieux, donc Non, ce contentieux, c'est le contentieux de cette année-là. L'année dernière, on a eu aussi un contentieux qu'on a réglé l'année dernière. Donc, ce contentieux-là sera réglé aussi là, dans les mois qui suivent. Chaque année, il y a des sommes qu'on discute. Cela veut dire qu'il y a, nous, ce qu'on considère, ce qu'on passe en charge pour l'administration fiscale, ce n'est pas forcément des charges. Donc, il y a des discussions, c'est tout à fait classique. Merci beaucoup, Emin Iskenderov. C'est la fin de l'invité de l'économie. Restez avec nous sur France 24. Merci beaucoup à vous.